entendre le mot pizza pour nous mettre l'eau à la bouche. Tout le monde a ses garnitures préférées. Le choix numéro 1, le pepperoni. Mais il y a des garnitures dont les gens raffolent moins. Les anchois, bien sûr. Les Américains mangent environ 405 000 mètres carrés de pizza par année. C'est 350 pointes à la seconde. La pizza existe depuis l'Antiquité grecque. Les tribus primitives cuisaient la pizza en plaçant de la pâte sur les pierres, près du feu. Ils recouvraient cette pâte d'huile d'olive et d'herbe et même de vin. Comme garniture, ils ajoutaient des légumes et un peu de fromage. Et oui, cette pizza est l'ancêtre de notre fameux pain focaccia. Ce sont les Grecs qui ont pensé à laisser un rebord croustillant à la croûte pour qu'elle soit plus facile à manipuler. Les Romains ont exporté l'idée en Italie. Heureuse initiative, puisque les Italiens, et surtout les Napolitains, y ont ajouté un ingrédient essentiel, la tomate. Ils n'ont guère le choix. Naples est située dans une région pauvre, où les gens n'ont pas de quoi se nourrir. Dans leur quête d'amélioration du menu, la tomate aide les Napolitains à agrémenter leur quotidien. La tomate est très pratique. On la plante et quelques mois plus tard, le plant regorge de tomates. Les Napolitains doivent frôler la famine avant d'ajouter la tomate à leur menu. La plupart des Européens la détestent. On lui reproche de faire partie de la famille des Solanacées, qui renferment des espèces vénéneuses, et on l'accuse de maints autres maux. Sa chair est flasque, elle est rouge, elle n'est pas de la bonne couleur, son goût est mauvais. Toute raison est bonne pour la rejeter. Contre toute attente, son goût est exquis. Lorsque les Italiens s'aperçoivent qu'ils peuvent la savourer sans s'empoisonner, ils l'adoptent avec enthousiasme. La tomate devient un élément clé de la cuisine rustique de l'Italie du Sud. En 1889, la reine Marguerite séjourne à Naples et la pizza est élevée au rang de mets national de l'Italie. Un boulanger napolitain lui a offert une pizza aux couleurs du nouveau drapeau national. Il l'a garnie de tomates rouges, de basilic vert et de succulents fromages mozzarella blanc, traditionnellement faits à partir de lait de bufflone. En offrant cette première pizza marguerite à la reine, le boulanger effectue aussi la première livraison à domicile. La prochaine livraison ne tardera pas. Cette fois-ci, elle est faite de l'autre côté de l'Atlantique par l'entremise d'un garçon de 15 ans. Gennaro Lombardi voyage de Naples à New York vers 1895. Il est l'un des 4 millions d'Italiens qui émigrent aux États-Unis entre 1880 et 1920. Boulanger de métier, il déniche un emploi dans une épicerie dès son arrivée au pays. Chaque jour, une légion d'ouvriers défile devant ses fenêtres pour se rendre à l'usine. Il s'est mis à faire des pizzas. Il a persuadé le propriétaire de l'épicerie que les gens viendraient chercher des pizzas le matin en allant travailler. La plupart des nouveaux immigrants étaient fermiers dans leur pays natal avant de prendre part à la révolution industrielle américaine en travaillant 6 jours par semaine dans les usines du pays. Ils travaillaient 14 heures par jour. Ils faisaient chauffer leur pizza sur les radiateurs de l'usine et la mangeaient à l'heure du dîner. Lorsqu'ils travaillaient tard, ils repassaient chercher une autre pizza. Lombardi emballe ses pizzas dans du papier et du carton et en fait des paquets. Il les vend froides par la fenêtre de l'épicerie et n'offre qu'une variété, tomate et mozzarella. À l'âge de 24 ans, Lombardi ouvre son propre restaurant. Ses pizzas font fureur auprès des Américains. En 1905, la ville de New York a décrété que les gens devaient avoir un permis d'entreprise. Mon grand-père était fier de son nouveau pays et il a été l'un des premiers à s'en procurer un. Le permis lui a coûté 2 $ et il l'a affiché dans la fenêtre de son commerce comme un diplôme de Harvard. Au début du 20e siècle, dans la petite Italie, Lombardi perfectionne la pizza qui deviendra sa marque de commerce. Une croûte foncée, mince et croustillante, garnie de mozzarella et de sauce tomate, le tout cuit uniformément dans un four à charbon.
Au cœur du charbon, la température oscille autour de 1000 degrés Celsius. Dans le four, elle varie entre 370 et 425 degrés Celsius. La chaleur est si intense qu'elle pourrait faire fonctionner une locomotive. C'est pour ça que mes pizzas sont si bonnes. Voici Victor, le chef principal. Lombardi a formé plusieurs des premiers cuisiniers de pizza de New York et sa pizza est devenue la pizza officielle de la ville. Il embauchait de bon gré les nouveaux immigrants napolitains, mais il va sans dire que sa famille avait la priorité. Ses enfants et ses petits-enfants ont tous appris à faire des pizzas. Mais Lombardi est un homme capricieux qui ne badine pas avec la pâte. On devait prouver à mon grand-père que nos ingrédients étaient bien préparés avant qu'il nous laisse commencer une pizza. Il nous laissait une seule chance, en préparer une pizza tous les 2 jours. Si elle était bonne, tant mieux. Mais si on la ratait, on devait la manger quand même. La pizza demeure un des secrets les mieux cachés du quartier de la Petite Italie. Cependant, durant les années 20, des pizzerias ouvrent leurs portes au Massachusetts, au Connecticut, partout aux États-Unis. Un nouveau genre de pizza fait ses débuts à Chicago. C'est la pizza à bord haut, ou pizza de Chicago. Son inventeur est Ike Sewell, un natif de Chicago qui veut créer une pizza digne d'être servie à table. En 1943, après avoir étudié différents styles de pizza, Sewell et son associé inventent une croûte de 2 pouces d'épaisseur, garnie de fromage mozzarella, de viande et de légumes, et la font cuire dans un poêlon de fer. Cette pizza pèse 2 fois plus que celle de New York. Sewell et son associé nomment leur restaurant Pizzeria Uno. Grâce à eux, Chicago est devenue la capitale de la pizza du Midwest américain. Mais il faudra une guerre avant que l'engouement pour la pizza ne se propage dans tout le pays. En 1943, pendant les combats les plus féroces de la Seconde Guerre mondiale, les soldats américains se fraient un chemin à travers la Sicile, longent la côte italienne et arrivent épuisés à Naples. Les Napolitains les accueillent chaleureusement en leur servant de la pizza. Les soldats sont retournés aux États-Unis avec un penchant pour cette nouvelle gâterie. Vers la fin des années 40, on retrouve des pizzerias partout au pays. Pour allécher la clientèle, le chef y lance souvent la pâte dans les airs avant d'en terminer la préparation. C'est tout un spectacle. Ça attire les gens, ça les incite à visiter le restaurant. Le cuisinier lance la pâte et la fait tournoyer dans les airs. C'est un petit truc fascinant. On le fait, nous aussi, mais ce n'est pas recommandé. Ça endommage la pâte. On devrait juste la travailler à la main, mais ça fait partie du showbiz. Le prochain défi de la pizza est tout simplement de perdre un peu de poids. En 1950, la pointe de pizza a tout changé. Au cours des années 50, les Américains ont définitivement adopté la pizza, qu'ils achetaient surtout à la pizzeria italienne de leur quartier. La pizza est maintenant en vogue et la création d'une chaîne de pizzeria n'est qu'une question de temps. En 1958, Dan et Frank Carney, 2 frères entrepreneurs, louent un petit édifice en briques dans la ville de Wichita, au Kansas, et y ouvrent une pizzeria. Notre mère nous a prêté $600 pour partir en affaires. On a acheté des vieux fours et quelqu'un nous a donné une enseigne qui disait « pizza ». On avait de la place pour 3 lettres supplémentaires. Finalement, ma femme a pensé au nom de Pizza Hut. On l'a adopté. Les frères Carney se souviennent très bien de ces longues soirées et du parfum de la pizza qui embaumait leurs vêtements. Après plusieurs mois d'essais, Pizza Hut connaît un succès retentissant. La garniture la plus populaire est le bœuf haché, mais Dan n'est pas d'accord avec le public. Au début, mes garnitures préférées étaient le pepperoni et les anchois. Maintenant, ce sont les saucisses et les oignons. Mon estomac était moins fragile.
Deux autres frères, Jim et Tom Monahan de Détroit, écrivent le prochain chapitre de l'histoire de la pizza. Les Monahan ont compris que si les clients pouvaient obtenir une pizza en passant un simple coup de fil, ils feraient des affaires d'or. Ils ajoutent une touche américaine au concept de la livraison à domicile, la garantie, en promettant d'effectuer la livraison en moins de 30 minutes. Ils rebaptisent Dominick's, leur premier restaurant, Domino's. Les 3 points du logo représentent leurs 3 premières franchises. Mais plus la pizza gagne en popularité, plus sa qualité se détériore. De moins en moins de cuisiniers respectent les méthodes de préparation classiques. Ils se fient plutôt à des ingrédients achetés à des fournisseurs. Des fours à gaz plus efficaces remplacent les fours à charbon. On ne pétrit plus la pâte. On fait le travail à la machine. La réfrigération met également fin aux pizzas fraîchement préparées. Les pizzerias accueillent ces changements avec enthousiasme, mais les consommateurs font la moue. La pizza goûtait exactement la même chose, qu'elle soit vendue à New York ou à Saint-Louis. En fait, on pouvait consommer la même pizza dans 100 villes différentes, qu'on l'apprécie ou non. Malgré tout, la popularité des pizzerias monte en flèche. En 1970, les citoyens américains commandent plus de pizza que de mets chinois. Aujourd'hui, il y a plus de 60 000 pizzerias aux États-Unis. Chaque année, les Américains consomment 4,2 milliards de pizzas. Il n'y a rien de mieux qu'une bonne pizza cuite à point et garnie d'un mélange exquis d'épices, de sauce tomate et de fromage. Nous utilisons la sauce du jour. On doit couper la mozzarella en morceaux. Si on la râpe, elle va devenir toute gluante. Maintenant, on met la pizza au four. Et voilà, nous utilisons des ingrédients frais et un four très chaud. La pizza est prête en 4 minutes. Les garnitures sont bien cuites et la croûte est croustillante. Voici la pizza classique de Lombardie. Elle est magnifique. Regardez-la bien. Je n'ai rien à ajouter. I can't say nothing else.